Vaut-il mieux risquer de laisser un coupable en liberté ou risquer de punir une personne innocente? Anine Boyson was raped, mutilated, and left for dead at a construction site in Bredasdorp in February this year. Du Toit requested that if the court accepts Khanna's earlier admission, that they only find him guilty of raping Boyson, but not killing her. Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. J'espère que vous entendez pas mon ventilateur, je l'ai allumé parce que là je suis en PLS, mais de toute façon après je vais nettoyer la bande son de la vidéo, en théorie vous l'entendrez pas. Et si vous l'entendez, on n'a pas le choix. L'affaire d'aujourd'hui est terrible et dis-donc qu'à l'époque elle a choqué l'Afrique du Sud et même plus globalement le monde je pense, enfin en tout cas ceux qui étaient au courant de cette histoire. Mais vous verrez qu'il y a quand même quelques petits trucs bizarres dans cette histoire. Je vais pas vous spoil, mais à la fin on se pose quelques questions. Voilà. Pour l'histoire d'aujourd'hui, direction Bredasdorp en Afrique du Sud. Bredasdorp, c'est une petite ville tout au sud du pays qui compte environ 15 000 habitants. Et ce qu'il est important de noter, c'est que c'est une ville extrêmement pauvre. Il y a un très haut taux de chômage et le peu d'emplois disponibles sont assez mal rémunérés. Ça concerne principalement l'élevage ou l'agriculture. Et c'est dans cette ville qu'est née Anine Boyson en octobre 1995. Alors on a très peu d'informations sur son background ou sur ses parents, c'est seulement qu'elle a grandi dans un foyer très instable et qu'elle a un grand frère et une grande sœur, Rino et Anne-Marie. Leur père, Classis Spillman, n'était pas présent pour eux, c'était un délinquant et leur mère, dont je ne connais pas l'identité, a tout simplement abandonné ses enfants quand Anine n'avait que 5 ans. Un matin, les 3 enfants se sont réveillés dans la maison et leur mère avait tout simplement disparu. Plus tard, ils apprendront que leur mère les a tout simplement abandonnés parce qu'elle voulait plus s'en occuper et ensuite elle est allée en prison. Alors je sais pas pourquoi, mais je pense que c'était pour de la délinquance là aussi. En tout cas, quand leur mère est envoyée en prison, les enfants sont envoyés dans 2 familles différentes dans le voisinage. Et Anine est envoyée chez une femme du nom de Corlia Olivier. Alors là aussi, on n'a pas beaucoup d'informations sur les circonstances de ce placement. Est-ce que ça a été organisé de façon officielle, c'est-à-dire par les services sociaux, ou est-ce que c'est les voisins qui se sont mobilisés pour recueillir les enfants? En tout cas, Anine est envoyée chez cette femme, et ce que l'on sait de sa vie là-bas, c'est que même si Corlia fait en sorte qu'Anine se sente chez elle, elle et son mari sont très pauvres. Ils vivent dans un cabanon, ils n'ont pas accès à l'électricité, ils n'ont pas accès à l'eau courante, ils ne mangent pas toujours à leur faim. Disons que c'est un cadre de vie qui est assez compliqué pour des enfants. D'ailleurs, la plupart des enfants de cette ville sont même obligés d'arrêter l'école pour travailler, pour aider leurs parents. C'est le cas d'environ 70% des jeunes de cette ville-là. On va dire que les conditions ne sont pas idéales pour que des enfants puissent s'épanouir ou avoir une vie équilibrée. Dans le cas d'Anine, elle n'était pas maltraitée, de ce qu'on en sait, et elle a très rapidement considéré Corlia comme sa vraie mère. Elle était très jeune quand Corlia l'a recueillie, à peine 5 ans, et en grandissant, elle a fini par oublier sa mère biologique. Apparemment, Corlia et Anine étaient très proches l'une de l'autre. Corlia racontera plus tard que, quand Anine était petite, elle avait l'habitude de s'allonger avec elle pour écouter de la musique, Michael Jackson. C'était un moment de plaisir assez simple dans un environnement de pauvreté extrême. D'ailleurs, Corlia demandait très souvent de la nourriture à ses voisins. Corlia et son mari travaillaient bien sûr, mais comme je vous l'ai dit, c'était très compliqué. Corlia faisait quelques heures de ménage à gauche et à droite. Son mari faisait lui aussi des petits boulots de dépannage, mais c'était pas suffisant pour la famille. Quand Anine n'a que 14 ans, elle abandonne elle aussi l'école, elle commence à fréquenter les bars de sa ville. Elle fume, elle boit, ce genre de choses. Alors je sais que ça peut paraître très très jeune, mais apparemment c'est pas quelque chose d'inhabituel à Bredasdorp. C'est une petite ville où il n'y a pas grand chose à faire en réalité, surtout pour les jeunes qui ont arrêté l'école tôt, ou qui ont été victimes d'abus sexuels. Sans parler de la prostitution qui devient une source de revenus pour ces adolescents. Je pense que malheureusement, dans ce type de situation, l'alcool, ça devient une sorte de réconfort pour eux. Alors même si Anine a l'habitude de sortir avec ses amis pour boire de l'alcool, pour faire un petit peu la fête, c'est pas pour autant qu'on la voit comme une jeune fille impolie ou mal éduquée. Ceux qui l'ont connue dans le voisinage disent d'elle que c'était une jeune fille qui était très gentille, elle avait de bonnes manières et elle était très obéissante avec Corlia quand elle ne buvait pas d'alcool. Là, c'est vrai qu'elle pouvait devenir agressive et mal parler à Corlia, mais ensuite elle regrettait. Et surtout, Anine voulait faire quelque chose de sa vie. En 2012, elle décroche un poste de femme de ménage pour la société de BTP Asla Construction et c'est une énorme chance pour elle vu le taux de chômage dans la ville. Vous vous doutez bien que c'est pas un travail qui est très bien payé, mais Anine n'a que 16 ans. Ça lui permet de se faire de l'argent de poche et d'aider Corlia à payer ses factures. Disons qu'avec ce travail, elle a une vie plus ou moins équilibrée. Quand elle ne travaille pas, elle va faire du shopping, elle va faire un tour avec ses copines. C'est une adolescente normale. Et à la fin de l'année 2012, elle entame une relation amoureuse avec un jeune homme de 22 ans, Jonathan Davids. Lui et Anine se connaissent depuis l'enfance et il aurait même habité un temps avec la famille Corlier. Ils ont toujours été très proches et apparemment Jonathan c'était un peu comme un membre de sa famille. Alors je vais pas vous dire que c'était comme un frère forcément vu qu'ils sortent ensemble, mais en tout cas ils se connaissaient bien avant de sortir ensemble. Alors on ne sait pas grand chose sur cette relation, on ne sait pas si c'est Anine qui a fait le premier pas, si c'est Jonathan, mais dans la mesure où Anine n'avait que 17 ans et lui 22, j'imagine que c'est lui qui a fait le premier pas. En tout cas cette différence d'âge n'a choqué personne dans l'entourage d'Anine. Petit point important quand même, d'après plusieurs articles que j'ai lus, cette histoire n'a pas duré très longtemps, ils se sont brièvement fréquentés.
Mais d'après d'autres articles que j'ai lus, ils étaient toujours ensemble au moment des faits. Pour couper la poire en deux, gardez en tête qu'ils se connaissaient très bien, ils étaient proches. Venons-en aux faits maintenant. Le soir du 1er février 2013, Aline se prépare pour sortir de chez elle. Lorsque Corlia la voit, elle lui demande où elle compte aller, comme ça il fait nuit à présent dehors, elle préférait qu'elle reste à la maison avec elle. Mais Aline lui répond qu'elle va simplement boire un verre ou deux avec des amis dans le bar du coin, elle ne va pas rentrer trop tard. Bon, dans la mesure où Aline travaille la semaine et qu'elle sort rarement, Corlia lui dit ok, pas de souci, en fait elle veut pas se disputer avec elle, et puis bon, Aline sera majeure dans quelques mois. Mais avant qu'elle sorte, Corlia lui demande quand même de faire très attention à elle et de ne pas rentrer après 22h. Aline la rassure, elle lui dit qu'elle sera rentrée avant 22h, elle la salue et elle part en direction du bar local David Sport Pub and Bar avec deux amies à elle, Bernice et Angela. Les jeunes filles ont elles aussi 17 ans, c'est une soirée entre filles tranquille on va dire. Sauf que les heures passent et Corlia ne voit pas Aline rentrer à la maison, elle lui avait pourtant promis qu'elle ne tarderait pas. Vers 3h du matin, Corlia se rend dans ce bar avec l'un de ses voisins, Elrino Jameson, pour demander à sa fille de rentrer chez elle. Et en arrivant, elle trouve Aline seule et complètement ivre dans le bar. Apparemment, Corlia était elle aussi ivre. En tout cas, Corlia demande à Aline de rentrer à la maison, mais elle refuse. Elle préfère rester dans le bar, même si ses deux copines sont déjà parties. Et dans la mesure où Aline refuse de rentrer, Corlia la laisse dans ce bar et elle rentre chez elle, très énervée. Et je pense qu'elle s'en est beaucoup voulu par la suite. Elle se couche, mais au bout d'une heure environ, des voisins se rendent chez elle complètement paniqués et ils l'avertissent que sa fille vient d'être retrouvée blessée dans un chantier à proximité de chez elle. Dans un autre article, c'est indiqué que c'est la police qui a averti Corlia, mais en réalité, ça n'a pas vraiment d'importance. Gardez simplement en tête que quelqu'un a averti Corlia que sa fille venait d'être retrouvée blessée. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que c'est un agent de sécurité qui a retrouvé Aline pendant qu'il faisait sa ronde sur ce chantier. Il a été complètement choqué. Je préfère vous prévenir, je vais vous donner des descriptions qui sont assez choquantes. Aline était allongée au sol, elle avait le visage recouvert de sang, son pantalon était baissé et elle était gravement mutilée. Quand je vous dis mutilée, c'est un niveau de mutilation qui est quand même très extrême. Sa gorge était un peu tranchée et ses intestins ressortaient en partie par son sexe. Alors au départ, c'était pas très clair pour moi, parce qu'en fonction des articles, il y a pas mal de divergences. Dans certains articles, c'est indiqué qu'elle a été éviscérée ou éventrée, mais d'après la médecin légiste qui l'a autopsiée, il s'agit en fait d'une protrusion. J'ai recherché sur internet parce que je ne connaissais absolument pas ce terme, et la définition, c'est l'action qui pousse en avant un organe dans des conditions anormales. C'est-à-dire que ses intestins ont été poussés en dehors de son corps. L'explication la plus plausible, selon moi, c'est qu'on lui a enfoncé un objet contondant à l'intérieur du sexe. On l'a fait violemment entrer et sortir, et c'est ce qui a entraîné la protrusion des intestins vers l'extérieur. Je sais que c'est très difficile à imaginer, mais il y a déjà eu un cas similaire en Inde en 2012, Jyoti Singh. Les démons qui l'ont tué lui avaient enfoncé une barre de fer dans le sexe à plusieurs reprises, ça avait ressorti ses intestins. Dans le cas d'Anine, l'agent de sécurité a également trouvé une bouteille en verre cassée plantée dans son ventre. Et quand je vous dis qu'elle était défigurée, c'est extrême, on s'est acharné sur elle, elle a été frappée à de très nombreuses reprises. Je vous laisse un petit peu imaginer l'horreur quand l'agent de sécurité a retrouvé son corps. En fait, c'est un degré d'horreur qui est carrément inimaginable. Et on suppose que cette bouteille en verre a servi à mutiler Anine, c'est-à-dire qu'on l'a écorchée au niveau de ses parties intimes avec, et on l'a probablement violée avec également. Lorsque la police et l'ambulance arrivent sur place, tout le monde est profondément choqué par cette scène. Mais le plus terrible, c'est qu'Anine est toujours en vie. Oui, elle est toujours en vie. Alors oui, elle est en train d'agoniser, ça c'est sûr, vu ce qu'elle a subi, mais elle est consciente, elle ressent tout. Les ambulanciers la transportent à l'hôpital du Cap, et ce qui est encore plus terrible, c'est que ça a plus de 2 heures de route. En fait, il n'y a pas d'hôpital suffisamment proche et bien équipé pour soigner le type de blessure qu'elle a. Donc pendant 2 heures, pendant tout le trajet vers l'hôpital, eh bien ses intestins reposent sur elle, parce qu'on ne peut pas les réintroduire. Et même pour les ambulanciers, ça a dû être terrible ce trajet. Corlia rejoint sa fille à l'hôpital. Quelques heures après, les médecins lui donnent le droit de lui parler. La première chose que Corlia lui demande, c'est qui lui a fait ça. Anine est extrêmement faible, elle est en train d'agoniser comme je vous l'ai dit, mais elle parvient à murmurer à sa mère qu'il y avait 5 ou 6 hommes. Zouaï et ses amis. Gardez bien le nom Zouaï en tête. Malheureusement, quelques heures après son admission à l'hôpital, Anine succombe à ses blessures. Les médecins qui ont tenté de la sauver diront plus tard que ce sont les pires blessures qu'ils ont vues de toute leur carrière. C'était tellement trash que l'odeur était carrément insoutenable, et je vous laisse imaginer pourquoi. Alors même si les sources ne donnent pas tous les détails sur l'autopsie qui a été faite, les autorités ont confirmé qu'Anine a été violée parce qu'on a retrouvé des lésions au niveau de son sexe et de son anus, des lésions très très profondes. Et concernant les mutilations, apparemment il y a 1 mètre d'intestin qui est ressorti par son sexe. C'est tellement fou qu'on a même du mal à le visualiser. Et vaut mieux ne pas se le visualiser. J'ai recherché les infos concernant les traces ADN qui ont été retrouvées, mais c'est pas très clair là aussi. On a retrouvé de l'ADN, ça c'est sûr, mais c'est pas précisé combien de types d'ADN on a retrouvé en elle. Donc on ne sait pas combien il y avait de violeurs. Et vous verrez que cette histoire d'ADN, c'est un peu le nœud du problème dans cette histoire. En tout cas, d'après l'autopsie, il s'agit bien de viol suivi de mutilation ou l'inverse, et de meurtre finalement, puisqu'Anine est morte.
Et vu le type de blessure qui a été infligée à Anine, cette affaire fait rapidement le tour de la presse régionale, puis nationale. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lendemain du meurtre d'Anine, de nombreux rassemblements ont eu lieu dans toute la région pour demander que justice soit faite rapidement, et surtout pour que des actions soient mises en place pour assurer la sécurité des femmes. D'après les rapports officiels, les crimes sexuels sont très fréquents en Afrique du Sud. C'est l'un des pays avec le plus de viols déclarés, sachant que des études ont démontré que seul un viol sur 25 est signalé aux autorités dans le pays. Ça veut dire que les données réelles sont bien au-delà des chiffres officiels. Les associations de défense des droits des femmes et les autorités sud-africaines estiment qu'un viol est commis environ toutes les 30 secondes dans le pays. D'autres études avancent que dans certaines régions, environ un quart des hommes reconnaît avoir déjà commis un viol. Et la moitié de ces hommes reconnaît même en avoir déjà commis plusieurs. Ces études expliquent également que ces violeurs sont très rarement arrêtés et condamnés. C'est comme s'ils avaient un passe-droit en quelque sorte. Et en réalité, sur le plan sanitaire, c'est très préoccupant, puisque l'Afrique du Sud est l'un des pays dans le monde à être le plus touché par le sida. Si un violeur en est atteint et qu'il viole en toute impunité des femmes, des enfants ou d'autres hommes, eh bien ça augmente le risque de propagation. Et pour vous expliquer un peu l'intérêt de la presse sud-africaine pour cette affaire, il s'avère que quelques jours après le meurtre d'Anine, l'athlète paralympique Oscar Pistorius est lui aussi accusé d'avoir tué sa femme, Riva Steenkamp. Et je pense que vous êtes très nombreux à en avoir déjà entendu parler. Du coup, ces deux affaires vont se rejoindre lors des rassemblements, même si ça n'a pas vraiment de rapport. Et dans le cas d'Anine, plusieurs politiciens et artistes prennent la parole pour condamner son meurtre, même le président. Et vu que les manifestations se multiplient dans le pays, la police a la pression. Il faut impérativement arrêter les hommes qui ont fait ça. Et ça tombe bien, puisqu'avant de mourir, Anine n'a pas prononcé un nom, justement. Zwaïa. Sy kan nog met my gepraat het. Sy was 'n zwaai en sy vriende wat my baie seer gemaak het. Omdat ek het vir haar gevra wie het haar seer gemaak het. Dus sê sy vir my die naam. Maar sy kan nie die ander se name sê nie. Il s'avère que c'est le surnom de son ex-petit copain, Jonathan. Il est aussitôt interpellé. En parallèle, la scène de crime, c'est-à-dire le chantier, est fouillée, notamment avec des chiens pisteurs, et on y retrouve rapidement le verre en plastique d'Anine. C'est celui qu'elle avait en sortant du bar cette nuit-là. Et on trouve également une casquette dont on parlera un peu plus tard. Donc gardez ce détail en tête. Et pour vous situer un peu, ce chantier est sur le chemin qui mène à la maison d'Anine, donc c'était vraiment à côté de chez elle. Donc on suppose qu'elle a été attaquée au moment où elle rentrait chez elle. Revenons-en à notre suspect maintenant, Jonathan. Il est déjà bien connu des services de police. Il a été condamné à 5 ans de prison avec sursis dans une affaire de vol et il a été mis en cause à 3 reprises dans des histoires d'agression contre 2 hommes et une femme. C'est en septembre 2007, en janvier 2008 et en octobre 2011. Mais ces plaintes n'ont jamais abouti par manque de preuves. Cela dit, il est bien connu des services de police. Les enquêteurs ont interrogé toutes les personnes qui se trouvaient dans ce bar cette nuit-là et certains témoins affirment avoir aperçu Jonathan avec Anine en train de parler dans le bar vers 4 heures du matin. Donc, Jonathan était bien dans ce bar cette nuit-là. Et Anine a dit que Zwaï et ses copains l'avaient agressé. Zwaï, c'est le surnom qu'on donne à Jonathan dans le coin. Donc, disons qu'on a une piste plutôt intéressante. Quand les enquêteurs l'interrogent sur le meurtre d'Anine, il jure qu'il ne lui a rien fait. Il n'aurait jamais fait le moindre mal à Anine. Il l'a considérée comme sa petite sœur. Petite sœur, mais il est quand même sorti avec elle. Soit. La police lui demande pourquoi est-ce qu'il a parlé à Anine dans ce bar la nuit de son meurtre, et là il avoue qu'effectivement, quand il l'a croisée, ils se sont parlé un petit peu parce qu'ils se connaissent bien. Ils ont échangé quelques banalités, il l'a salué, et ensuite il a quitté le bar pour rejoindre des amis. Ce qu'il raconte, c'est que lui et ses amis avaient prévu de finir leur soirée chez lui, ils avaient même acheté de l'alcool pour l'occasion. Ses amis sont interrogés, ils confirment les déclarations de Jonathan, et ils ont bien passé la soirée ensemble, et Jonathan ne les a jamais quittés de la nuit. Donc, Jonathan aurait un alibi. Bon, autant vous dire que les enquêteurs ne sont absolument pas convaincus par ces déclarations. En fait, ça tient pas la route parce que, Anine avait dit que c'était Zwaï et ses amis qui l'avaient agressé. Si ces hommes sont impliqués, c'est logique qu'ils protègent Jonathan, qu'ils lui créent un alibi, parce que ça leur crée un alibi également pour eux, ça les protège. La police récupère les vêtements et les chaussures de Jonathan pour les analyser. Ce qu'on voit sous ses chaussures, ce sont des taches qui ressemblent à du sang et du sperme. Ça, c'est bizarre. Elles sont envoyées en laboratoire, mais d'après les sources sur cette affaire, apparemment, ça n'avait aucun rapport avec le meurtre d'Anine. Donc c'était peut-être même pas du sang et du sperme. On ne sait pas ce que c'était. Il y a malgré tout un détail très intéressant que les enquêteurs remarquent. En fait, lors de l'interrogatoire avec Jonathan, il note qu'il a plusieurs traces de griffures sur son cou et ses bras. Ça ressemble à des blessures qui auraient pu être causées par quelqu'un qui se débat comme une femme qui griffe son agresseur, par exemple. Les enquêteurs lui demandent ce que c'est, et là, Jonathan leur répond qu'il s'est blessé en tombant dans la rue. En fait, il avait bu un coup de trop, il a perdu l'équilibre et il est tombé. Et il s'est blessé. Bon, admettez que tout ça, ça fait quand même pas mal de petites coïncidences pour Jonathan.
Il est maintenu en détention provisoire le temps que se finisse l'enquête, mais peu de temps après, un autre suspect est interpellé par la police. Ce qu'il se passe, c'est qu'un homme du nom de Ryan Shepers contacte la police parce qu'il pense avoir des informations capitales pour l'enquête. Ce qu'il raconte, c'est que la nuit du meurtre, vers 4h du matin, il a vu Anine quitter le bar en compagnie d'un certain Johannes Cana. Johannes a 21 ans et ce que l'on sait de son parcours, c'est qu'il a grandi dans une famille religieuse. Il a été élevé par sa mère, Lina Rickers, son grand-père et son oncle, mais il n'a aucun contact avec son père. Johannes a une vie plutôt stable, il a des amis, il a une petite copine qui vient de lui annoncer qu'elle est enceinte et il est pompier. Disons qu'il a un profil tranquille, il n'a aucun antécédent avec la justice. D'après les éléments recueillis par les enquêteurs, Johannes avait fait la connaissance d'Anine environ 8 mois plus tôt. Ils ne sortaient pas ensemble a priori, mais ils se connaissaient bien. Ils se voyaient quelquefois lors de soirées, ils avaient des amis en commun. Mais ce qui intéresse les enquêteurs surtout, c'est que la casquette qu'on a retrouvée sur les lieux du crime lui appartient. Alors on ne sait pas si c'est grâce à des tests ADN qu'on a pu relier cette casquette à lui, ou si c'est des gens qui ont reconnu cette casquette à la télé et qui en ont ensuite informé les autorités, mais en tout cas le 6 février, Johannes est à son tour interpellé. Et il reconnaît sans aucun problème que cette casquette lui appartient bien, mais il jure qu'il n'a rien fait à Anine. Et de toute façon, il a un alibi pour la nuit de son meurtre. Il était avec une amie à lui, Krishna Mantour. Krishna est interrogée par les enquêteurs et au départ, elle confirme qu'elle était bien avec Johannes cette nuit-là, mais elle se ravise très rapidement. En réalité, elle n'était pas avec lui. Ce qu'elle dit, c'est que la nuit du meurtre d'Anine, elle a bien vu Johannes dans ce bar et il était avec Anine. Et ensuite, il a quitté le bar avec Anine. Et elle n'a pas passé la nuit avec lui. Quand les enquêteurs lui demandent pourquoi est-ce qu'elle a menti, Krishna leur raconte que c'est parce qu'elle était convaincue que Johannes est innocent. En fait, c'est un homme qui est connu pour être, on va dire, assez protecteur avec les femmes. C'est quelqu'un de bien, d'après les femmes de son entourage. C'est quelqu'un qui prend souvent la défense des femmes. Donc elle était convaincue qu'il ne pouvait pas faire le moindre mal à une femme, encore moins ce qui a été fait à Anine. Johannes est réinterrogé, les enquêteurs lui expliquent qu'il n'a plus d'alibi et ce qu'il raconte cette fois, c'est qu'il a bien quitté le bar avec Anine, mais il ne lui a rien fait. Ce qu'il dit, c'est que cette nuit-là, lui et Anine ont effectivement bu un verre au bar. Tout se passait bien et vers 4h du matin, ils ont décidé de partir ensemble. C'était bien après la dispute entre Corlia et Anine. Johannes et Anine sont partis dans un endroit un peu isolé à proximité du chantier et là, ils ont commencé à s'embrasser. Bon, jusque-là, ça colle, puisque souvenez-vous qu'on avait retrouvé le verre en plastique d'Anine près de cet endroit. Ça laisse supposer qu'Anine a suivi librement la personne qui l'a ramenée à cet endroit. Donc elle connaissait cette personne, a priori. Johannes dit qu'au départ, Anine était d'accord pour coucher avec lui. En tout cas, c'était le but quand ils se sont rendus à cet endroit. Mais finalement, elle a refusé, elle voulait rentrer chez elle. Il explique que ça l'a beaucoup énervé, ils se sont disputés, Anine l'a giflé, il dit qu'il l'a giflé en retour, mais il s'est ensuite calmé, il a respecté son choix. Il a même décidé de la raccompagner chez elle pour sa sécurité, mais sur le trajet, donc sur le chantier, il dit qu'il a aperçu 4 personnes qui se dirigeaient vers eux. D'après Johannes, il s'agissait de 4 hommes, il les a entendus parler et à un moment, il les a entendus parler d'Anine. Ces hommes voulaient s'en prendre à Anine. Alors pour vous situer un petit peu, à ce moment-là, Johannes et Anine se trouvent dans un endroit très peu éclairé, en plein milieu de la nuit, dans une ville où la criminalité est assez élevée. Ça, c'est le contexte si on veut bien croire la version de Johannes. Toujours d'après lui, quand il a vu ces hommes, il a eu très peur et il s'est enfui. Il pensait qu'Anine le suivait, mais après quelques centaines de mètres, il s'est rendu compte qu'elle n'était pas derrière lui. Et il ne sait pas ce qui lui est arrivé ensuite, et le lendemain, il a appris son meurtre. Il jure qu'il n'a absolument rien à voir avec ça. Et en l'état, on n'a pas retrouvé son ADN dans Anine. Donc a priori, il ne l'a pas violée. Et on n'a pas non plus retrouvé ses empreintes sur la scène de crime. Donc la seule chose qui le rattache à cette scène de crime, c'est sa casquette. Comme je vous l'ai dit, vous verrez que cette histoire d'ADN, c'est vraiment le nœud du problème dans cette affaire. Peu après l'arrestation de Johannes, un 3e homme est également arrêté, mais on n'a pas d'informations à son sujet. On n'a pas son nom, on n'a pas sa photo, on n'a pas d'explication concernant son arrestation, mais il a vite été relâché et éliminé de la liste des suspects. Donc on laisse ça de côté, vu que c'est pas pertinent pour notre histoire. Ce qui nous importe surtout, c'est que les versions de Jonathan et Johannes ne convainquent absolument pas les autorités. Ce sont les 2 derniers hommes à avoir été aperçus avec Anine peu de temps avant son meurtre. L'un a été désigné par la victime avec son surnom Zouaï, et l'autre peut être situé sur la scène de crime grâce ou à cause de sa casquette. Jonathan et Johannes sont tous les 2 mis en examen pour le viol et le meurtre d'Anine Boysen. Et c'est là que l'histoire devient un petit peu incompréhensible. À la fin du mois de février, Johannes et Jonathan comparaissent tous les 2 au tribunal pour une audience préliminaire. Le but, c'est de décider des modalités de détention, entre autres. Mais à l'issue de cette audience, le tribunal estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments à charge contre Jonathan. Les seules preuves de son implication, ce sont les témoignages qui le situent dans ce bar la nuit du meurtre d'Anine, ce qui n'est pas vraiment incriminant ou suspect vu qu'ils se connaissaient tous les 2. Et personne ne les a vus quitter le bar ensemble, à l'inverse de Johannes.
Ok, mais le témoignage d'Anine avant de mourir, elle avait bien parlé de Zouaï et de ses amis, non? Elle l'a clairement identifié. D'après l'enquête des autorités, Jonathan n'est pas le seul homme à porter le surnom Zouaï dans la ville. Il serait même 3 en plus de Jonathan, donc ce n'est pas une identification formelle. D'après certaines sources sur cette affaire, les enquêteurs ont recherché un de ces 3 hommes et l'un d'eux avait quitté la ville 1 mois avant le meurtre d'Anine, donc il a directement été mis hors de cause. On ne sait pas ce qu'ont donné les recherches pour les 2 autres Zouaï, mais dans la mesure où les autorités n'en ont plus jamais parlé, on peut supposer qu'ils ont eux aussi été mis hors de cause dans cette affaire. Mais dans plusieurs articles, il est quand même mentionné que l'un de ces Zouaï ferait partie d'un gang violent en Afrique du Sud. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Pour notre histoire, en tout cas, il ne reste qu'un seul Zouaï, et c'est Jonathan. La famille d'Anine a toujours dit qu'elle ne connaissait qu'un seul homme avec ce surnom, lui. Pour eux, si elle a prononcé ce surnom avant de mourir, c'est qu'elle faisait forcément référence à Jonathan, sachant qu'il était au bar avec elle cette nuit. Et on peut aussi se demander pourquoi Anine n'a pas désigné Johannes avant de mourir. Elle le connaissait très bien lui aussi. Si Johannes lui a fait du mal, pourquoi elle ne l'a pas désigné? C'est vrai que tout ça c'est très étonnant. Mais le tribunal s'appuie aussi sur le fait qu'on n'a pas non plus retrouvé l'ADN de Jonathan dans Anine. Donc aucune preuve matérielle ne le relie à ce meurtre. Cela dit, pour apporter un peu de nuance, on va dire la famille d'Anine a beaucoup de mal à croire que Jonathan est impliqué dans son meurtre, même si elle l'a désigné avant de mourir. Tout le monde le connaît très bien, il a grandi avec elle, il était très proche d'elle. Mais elle a prononcé son surnom avant de mourir. Et il était dans ce bar avec elle cette nuit. Et pourtant, pour la justice, c'est pas suffisant. Les charges contre lui sont abandonnées au mois de mai. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas non plus retrouvé son sperme en elle, donc il est éliminé de la liste des suspects. Il ne reste à présent qu'un seul suspect mis en cause, Johannes. On a retrouvé sa casquette sur le chantier, pas très loin de l'endroit où on avait retrouvé Anine. Donc ça le situe sur la scène de crime sans aucune ambiguïté. Son explication à lui, c'est qu'il a dû la perdre cette nuit-là. Peut-être qu'on la lui a volée, peut-être que la personne qui lui a volé cette casquette et ensuite la personne qui a fait du mal à Anine. En tout cas, il ne sait pas comment elle s'est retrouvée à cet endroit. Mais le problème, c'est que Johannes a lui-même admis qu'il s'est rendu sur ce chantier avec Anine. Donc la présence de sa casquette, finalement, ça ne fait que confirmer ses déclarations. Mais si on admet que Johannes a bien agressé Anine, il ne pouvait pas être seul cette nuit-là, c'est impossible. Anine a été massacrée, elle a été mutilée, et vu l'état de ses blessures, notamment au niveau de ses parties intimes, il ne pouvait pas y avoir qu'un seul homme. Pour résumer, Johannes est le seul mis en examen pour une affaire de viol et de meurtre en réunion. Les calculs sont pas bons, on est d'accord, mais dans la mesure où il clame son innocence, il ne donne pas de nom. Vous voyez un peu le problème, je pense. Jonathan est relâché, comme je vous l'ai dit, il est écarté de la liste des suspects, mais à partir de là, il est harcelé par la presse. En fait, beaucoup de gens dans son entourage, notamment dans son voisinage, pensent qu'il est forcément impliqué dans ce meurtre. Le fait qu'Anine a prononcé son surnom avant de mourir, ça peut pas être une coïncidence pour les gens. Mais pour les autorités, il n'a rien à voir avec ce meurtre. Dossier clos. Au mois de juin, Johannes est réinterrogé par les autorités, mais cette fois, il fournit une nouvelle version des faits. Il est prêt à faire des aveux cette fois, mais uniquement pour le viol. Il raconte que cette nuit-là, il a effectivement frappé et violé Anine quand ils se sont isolés, mais il ne l'a pas tuée. Ce qu'il dit, c'est qu'après l'avoir violée, il l'a laissée sur le chantier et il est reparti. Il ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais il en est désolé. Pour les enquêteurs, Johannes joue un peu la carte de la sécurité, parce qu'en admettant le viol, finalement, il admet la chose la moins grave. Contrairement au meurtre, le viol n'est pas sévèrement puni en Afrique du Sud. Donc, là, il espère peut-être s'en tirer avec une petite peine. Mais c'est pas le cas, le parquet rejette son plaidoyer de culpabilité. S'il est uniquement condamné pour le viol, il prendra 10 ans max, ce qui veut dire que personne n'aurait été condamné pour le meurtre d'Anine. Et quand je dis 10 ans, partez du principe qu'il peut sortir bien avant avec le système des remises de peine. Et le problème pour Johannes, c'est qu'en admettant le viol, il vient de s'incriminer pour le meurtre d'Anine, même si on n'a pas retrouvé son sperme en elle. En gros, pour le parquet, le meurtre est intrinsèquement lié au viol et vice-versa. En se déclarant coupable de son viol, Johannes admet qu'il était avec elle au moment de son meurtre. Donc même s'il nie son meurtre, il est de facto considéré comme son meurtrier. Je sais que c'est bizarre, d'autant qu'on n'a pas retrouvé son ADN en elle, mais c'est comme ça. Et le point qui a été soulevé par la presse quand même, et plus généralement par l'opinion publique, c'est pourquoi les autorités ont arrêté leur enquête après l'arrestation de Johannes. Pourquoi s'être arrêté à un seul homme alors qu'Anine avait bien parlé de plusieurs hommes cette nuit-là, 5 ou 6? Alors ok, son ex-petit copain a été écarté de l'enquête, mais il n'empêche qu'elle avait désigné plusieurs hommes, 5 ou 6. Johannes n'est pas 5 ou 6 hommes. Quand on voit les résultats de l'autopsie, il n'y a pas vraiment de place au doute. Anine a été violée par plusieurs hommes, même si on ne sait pas par combien d'hommes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu ça qui pose problème dans cette histoire, je trouve, c'est la question de l'ADN. J'ai eu beau chercher dans des dizaines et des dizaines d'articles, j'ai trouvé aucune mention par rapport au nombre d'ADN qui a été retrouvé en elle. J'ai simplement vu qu'on n'a pas retrouvé l'ADN de Jonathan et celui de Johannes dans Anine, ce qui voudrait dire qu'ils ne l'ont pas violée. Donc d'après moi, il y a 2 explications possibles. Soit les échantillons ont été perdus, ce qui est possible, soit il n'y a pas eu de comparaison à grande échelle, c'est-à-dire à échelle régionale, on va dire, vu qu'il n'y a pas de base de données génétiques en Afrique du Sud.
Ça veut dire qu'on ne pouvait pas comparer les échantillons de sperme qui ont été retrouvés dans Anine avec, on va dire, des profils génétiques déjà détenus par les autorités, vu que ça n'existe pas. Bon, en tout cas, j'ai pas la réponse à cette question. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne sait pas exactement combien il y a eu d'ADN qui ont été retrouvés en elle, à savoir combien de violeurs l'a agressée cette nuit-là. Je n'en sais rien. Et à mon sens, comme je vous l'ai dit, c'est ça le nœud du problème dans cette affaire. Maintenant, la réponse des autorités concernant l'identification d'Anine, vous savez, quand elle avait dit Zouaï à sa mère sur son lit d'hôpital, la réponse des autorités, c'est que dans la mesure où elle agonisait, qu'elle était sous perfusion, elle a pu délirer. En plus, cette nuit-là, elle était ivre, donc son témoignage n'était pas forcément fiable. La conclusion des autorités, c'est que dans la mesure où seul Johannes a pu être rattaché à la scène de crime par le biais de sa casquette, c'est qu'il est le seul à avoir violé et tué Anine cette nuit-là. Je sais que c'est très bizarre comme raisonnement parce que... après, je sais pas si vous trouverez ça bizarre, moi je trouve ça très très bizarre comme raisonnement, mais en l'état, c'est leur conclusion. Maintenant, l'explication de Jonathan par rapport au fait qu'Anine l'avait désigné, c'est que cette nuit-là, elle le réclamait, elle voulait qu'il l'aide. Elle était dans un état second sur son lit d'hôpital, elle agonisait, elle souffrait et elle a prononcé son nom parce qu'elle voulait qu'il soit là pour elle. Bon, là aussi, c'est assez étonnant parce qu'elle a quand même parlé de 5 ou 6 amis à Zouaï. Donc quoi, elle voulait que Jonathan vienne l'aider avec ses 5 ou 6 amis. Mystère. En tout cas, comme je vous l'ai dit, il a définitivement été mis hors de cause par les autorités. Le procès de Johannes Cana s'ouvre en octobre 2013 à Swellendam. Et là, ce qui se joue, c'est surtout le meurtre d'Anine, vu que Johannes a admis le viol. Alors pour le procureur, c'est peu probable que cette nuit, Anine ait eu la malchance d'être violée par un homme, puis violée et tuée par un autre ou d'autres hommes qui n'avaient aucune connexion avec Johannes. Disons que pour le procureur, les probabilités sont faibles. À titre perso, moi, ça me paraît pas si fou pour une ville avec un haut taux de criminalité. Ryan Shippers, le témoin qui avait vu Johannes sortir du bar avec Anine cette nuit-là, est amené à témoigner. Cette fois, il apporte une nouvelle information. Une information très incriminante pour Johannes et très étonnante aussi. Il raconte que quelques jours après l'incarcération de Johannes, il a eu l'occasion de lui parler. Johannes lui aurait dit mot pour mot que c'était bien lui qui l'avait fait et qu'il en était désolé. Ryan dit que Johannes n'a pas précisé s'il parlait du viol et du meurtre, mais en tout cas, il semblait parler des deux. En fait, à ce moment-là, Johannes était déjà mis en examen pour viol et meurtre. Donc, en disant ça à Ryan, s'il a vraiment dit ça, ça suppose qu'il parlait des deux, le viol et le meurtre. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Johannes aurait fait ses confidences à Ryan. Il n'avait même pas encore avoué le viol, donc pourquoi il aurait fait ses déclarations à Ryan? Bon, c'est pas très clair tout ça. En tout cas, pour l'avocat de Johannes, ça c'est absolument pas un aveu, parce que même si on part du principe que Ryan dit la vérité, Johannes n'a pas précisé le viol et le meurtre. Et ce que l'avocat de Johannes met également en avant, c'est qu'en réalité, le dossier d'accusation repose sur très peu de choses et sur beaucoup d'incohérences surtout. Déjà, le gabarit de Johannes. Il est petite taille et il pèse même pas 50 kilos. Vu sa corpulence, c'est vrai que ça paraît difficile de l'imaginer en train de faire tout ça à Anine, tout seul. On parle quand même de coups, de viol, de mutilation et de l'introduction d'une bouteille en verre dans le sexe d'une femme adulte. Même si Anine était ivre, Johannes l'était également. Est-ce qu'il aurait pu faire ça tout seul ? D'après la médecin légiste qui a autopsié Anine, c'est impossible de le déterminer. Ça aurait pu être un homme seul comme un groupe d'hommes. On ne sait pas. Et encore une fois, qu'en est-il de l'identification d'Anine ? Alors ok, pour les autorités, elle a probablement déliré vu qu'elle agonisait, qu'on lui avait donné des médicaments. Mais quand même, elle a dénoncé plusieurs hommes avant de mourir, dont son ex-petit copain. Et cette nuit-là, cet ex était aussi dans le bar. En plus, quand Anine a parlé des amis de Zouaï, elle pouvait très bien faire référence à Johannes, après tout, ils vivent dans la même ville. Donc ils se connaissent probablement. Bon, admettez qu'il y a quand même pas mal de trucs qui clochent dans cette histoire, mais le plus troublant, c'est pourquoi Johannes ne donne pas des noms pour le meurtre. Si on admet qu'il a effectivement violé Anine, pourquoi il ne donne pas des noms pour le meurtre ? Pourquoi il maintient qu'il n'a pas commis ce meurtre, mais sans fournir de nom pour le disculper ? Je sais pas si vous allez comprendre ma logique, mais je me dis qu'un homme qui est capable de faire ça, à savoir violer et tuer une jeune fille dans des conditions pareilles, il lui a quand même sorti les intestins par le sexe, si on part du principe que c'est bien lui. Je me dis, un mec qui est capable de faire ça, qu'est-ce qui l'empêche d'accuser des gens pour leur faire porter le chapeau, si ça peut le disculper ? Si t'es capable d'avoir commis les horreurs qu'on t'accuse d'avoir fait, t'es capable de moins pire, comme d'accuser des gens. Et là, il le fait pas. Donc on peut se demander si c'est bien lui qui l'a tué, sachant qu'Anine ne l'a pas identifié avant de mourir. Alors qu'elle le connaissait personnellement, elle ne l'a pas identifié. Et Johannes ne témoigne pas pendant son procès, elle ne prend pas la parole pour s'expliquer alors que tout le monde n'attend que ça. Et à l'issue du procès, à la fin du mois d'octobre, il est reconnu coupable du viol et du meurtre d'Anine Boysen. Il est condamné à 2 peines de prison à vie. La famille de Johannes est choquée par ce verdict. Tout le monde pensait qu'il serait acquitté.
Et sa famille est également convaincue qu'il sait qui a tué Anine, mais qu'il garde le silence parce qu'il a peur des représailles envers lui ou sa famille. En fait, dans cette histoire, c'est comme s'il manquait un morceau au puzzle. Anine avait parlé de 5 ou 6 hommes cette nuit-là, et un seul a été condamné. Pourquoi l'enquête s'est arrêtée après son arrestation? La question que beaucoup se posent, c'est est-ce que les autorités n'ont pas cherché à boucler cette affaire le plus rapidement possible parce qu'il y avait la pression populaire? En fait, encore aujourd'hui, dans la ville, il y a comme un sentiment d'inachevé. C'est comme si les autorités avaient cherché le plus rapidement possible un bouc émissaire, et ça tombait bien, parce que l'homme qui était sorti du bar avec Anine cette nuit-là avait laissé sa casquette près d'elle sur le chantier. Donc c'est un petit peu mitigé, on va dire que d'un côté, il y a ceux qui pensent que c'est effectivement lui qui l'a violée et tuée. Voilà, il a fait ça tout seul, et il y a ceux qui pensent qu'il s'agit d'une terrible erreur judiciaire. En tout cas, cette histoire a quand même pas mal secoué cette petite ville, même la région, même le pays, j'ai envie de vous dire, parce que là, on parle pas d'un viol, on va dire classique, même si c'est un peu bizarre à dire. On parle quand même d'un viol commis dans des conditions extrêmes. Il y a eu des mutilations d'une telle gravité que les médecins qui avaient soigné Anine cette nuit-là disent qu'ils n'ont jamais vu des blessures pareilles de toute leur vie. C'est des trucs inimaginables carrément. À la suite de cette affaire, les habitants ont mis en place des sortes de patrouilles la nuit pour s'assurer que les jeunes filles qui sortent ne soient pas en danger. Anine Booysen et Riva Steenkamp ont été nommées à titre posthume personnalité sud-africaine de l'année 2013 par le Daily Maverick. Et pour info, Corlia, la mère d'Anine, est morte en juin 2014 des suites d'un cancer. Tout comme le père biologique d'Anine, Classis Spillman, il est décédé le même mois dans une fusillade apparemment. Et concernant Johannes, il clame encore aujourd'hui son innocence derrière les 4 murs de sa cellule au centre pénitentiaire de Mangang. Il jure également qu'il n'a jamais violé Anine. Il avait fait ses déclarations parce qu'il avait été harcelé par les enquêteurs pour le faire. Il ne l'a donc ni violé ni tué d'après lui. En gros, il s'en tient à ses premières déclarations, à savoir que lui et Anine s'étaient isolés sur ce chantier, ils se sont embrassés, elle n'a plus voulu coucher avec lui, elle l'a giflé, il l'a giflé, finalement il s'est calmé, il a décidé de la ramener chez elle, mais en route ils sont tombés sur 4 hommes et il a pris la fuite. Donc les meurtriers d'Anine seraient ces 4 hommes. La famille d'Anine n'est pas non plus convaincue par la culpabilité de Johannes. En fait, il y a beaucoup trop de zones d'ombre dans ce dossier. Et c'est aussi l'avis de l'avocat de Johannes, Maître Dutoit. À l'époque, lui et Johannes avaient engagé des détectives privés pour trouver des éléments à décharge, mais ça coûtait beaucoup trop cher, donc ils avaient abandonné. Est-ce qu'on saura un jour la vérité? Je ne pense pas. Voilà tout pour cette affaire. Alors, que s'est-il vraiment passé cette nuit? Bon, j'ai noté quelques théories parce que, en réalité, je trouvais que c'était très intéressant d'explorer les différentes possibilités, parce qu'en vrai, quand on y réfléchit, il y a beaucoup de théories possibles. Mais j'en ai noté, je crois, 3 ou 4. Alors, ma première théorie, c'est que Johannes disait la vérité dans sa première déclaration. Il a pris la fuite quand il a vu des hommes s'approcher d'eux sur ce chantier. Donc, il n'a ni violé ni tué Anine. Donc, ce serait un innocent derrière les barreaux. La deuxième théorie, c'est que Johannes disait la vérité dans sa deuxième déclaration, à savoir qu'il a bien violé Anine, mais il l'a laissée là après l'avoir violée. Des hommes seraient ensuite passés sur ce chantier, ils auraient vu Anine, ils l'auraient violée, ils l'auraient tuée. Donc, Johannes sera à moitié coupable. Et la troisième théorie, c'est que Johannes a bien participé au viol et au meurtre en réunion avec des amis à lui. Moi, ce que j'ai quand même relevé, c'est qu'on s'est acharné sur Anine, on l'a massacrée, on l'a frappée, on lui a ensuite mutilé ses parties intimes. Donc, je sais pas, moi, ça me paraît personnel. C'est comme si c'était des représailles. C'est comme si Anine connaissait l'un des hommes qui lui a fait ça, il lui en voulait personnellement. Et là, on pense tous à Jonathan, son ex. Pourquoi est-ce qu'elle l'aurait désigné alors qu'elle s'apprêtait à mourir, elle était en train d'agoniser? Est-ce que les antidouleurs peuvent nous faire délirer à ce point? Franchement. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est si Jonathan faisait partie de ces hommes qui ont agressé et tué Anine, et que Johannes en faisait partie également, pourquoi est-ce que Johannes n'a pas accusé Jonathan? Ce qui nous ramène à la première théorie, à savoir que Johannes n'a pas violé et tué Anine. Il marchait avec elle sur ce chantier, il a vu des hommes s'approcher, il a pris la fuite. Et dans la nuit noire, vu qu'il n'y avait pas de lumière, pas d'éclairage, il n'a pas reconnu Jonathan. Ou alors la deuxième théorie, à savoir qu'il a violé Anine et il s'est barré, donc il n'a pas vu les 4 hommes qui l'ont ensuite agressé. Donc il ne savait pas que Jonathan en faisait partie. Ou alors, s'il a fait partie de ce groupe qui a violé et assassiné Anine, peut-être qu'il a eu peur des représailles. Donc il n'a désigné personne. Bon, le gros problème dans cette affaire, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a très peu d'informations sur l'ADN. Donc vu qu'il n'y a pas d'informations sur les ADN, si ce n'est que celui de Jonathan et celui de Johannes n'ont pas été retrouvés dans le corps d'Anine, on sait pas. On sait pas combien il y en a eu d'autres. Mais vous, n'hésitez pas à mettre en espace commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. D'après vous, que s'est-il passé cette nuit-là? Après, comme pour de nombreuses histoires, on n'a pas tous les éléments, donc c'est vrai que se faire une opinion sur la base d'informations incomplètes, parfois c'est un petit peu impossible. Mais là, dans le cas d'Anine Booysen, je sais pas.
Je suis pas convaincue par la culpabilité de Johannes. Je sais pas, pour moi, il y a un truc qui cloche. Il y a un cheminement, en fait, dans l'enquête que j'arrive pas à m'expliquer. En fait, j'arrive pas à comprendre comment ils ont pu s'arrêter à ça. Ça me paraît bizarre. Je sais pas, peut-être effectivement qu'il y avait la pression populaire, donc les autorités devaient arrêter quelqu'un le plus rapidement possible. Et après, ils n'ont pas poursuivi l'enquête parce que c'était une impasse. Donc ils se sont arrêtés à la seule personne qu'ils avaient mise en examen, à savoir Johannes. Enfin bref, voilà tout pour moi. Ce que je vous propose à présent, c'est que si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous plaire, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.